Vous êtes sur Africa Today Télévision si vous nous regardez et bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Un nouvel espoir pour le retour de la paix en Guinée-Bissau. Les pourparlers ont pris fin ce vendredi à Conakry et les parties se sont accordées sur 6 points. La rencontre facilitée par le médiateur Paul Alpha Condé s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO appelée Accord pour une sortie de crise politique en Guinée-Bissau. Le compte rendu de Daouda Mohamed Kamara. Les 6 points boussole du retour de la paix politique en Guinée-Bissau sont principalement la nomination d'un Premier ministre consensuel pour une durée de 2 ans aux élections législatives, formation d'un gouvernement inclusif comprenant des personnalités indépendantes et de la société civile, ouverture d'une table ronde de dialogue, respect du principe de nomination des hauts fonctionnaires de la République, enfin l'élaboration et l'adoption d'un document de stabilité articulant les principes suivants. De redevabilité de transparence dans les prises de décision institutionnelle. 2. De réforme de la Constitution permettant d'établir des relations stables entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. 3. De réforme de la loi électorale en vue de l'organisation couplée des élections législatives et locales en 2018. Pour une réussite de cette dynamique, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers s'avère nécessaire. Le soutien par la CEDEAO, l'Union africaine, les pays, la communauté des pays de langue portugaise, les Nations unies et l'Union européenne, des efforts d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi du pacte de stabilité, notamment par la mise à disposition d'expertise de haut niveau ainsi que d'autres moyens financiers et logistiques conséquents. Après signature et paraphe du document d'accord final, l'espoir est plus que permis. Je pense que le résultat qu'on a accompli, le résultat possible, et c'est à partir de là qu'on va bâtir l'avenir. Il y a de l'espoir puisque nous avons instauré un mécanisme. C'est d'abord la CEDEAO qui doit transformer son envoyé spécial en bureau permanent avec une équipe de suivi. Nous avons le conseil des ministres de la CEDEAO qui, tous les 3 mois, pourra aller faire une sorte de suivi-évaluation. Et enfin, il y a le rôle du médiateur. Après cette signature, les regards sont désormais tournés vers les Bissau-Guinéens pour le respect des accords. Indépendante depuis 43 ans, aucun président jusque-là n'a pu terminer son mandat dans ce pays. Fin du séminaire sur la communication et les technologies de l'information. La centaine de participants, députés et personnels parlementaires ont été suffisamment outillés pour leur communication. Désormais, les députés peuvent utiliser les réseaux sociaux et voire même créer leur propre blog et rester connectés et être en contact régulier avec leurs mandants. Le reportage d'Abdallah Balde. L'atelier sur la communication parlementaire et les technologies de l'information, organisé les 12 et 13 octobre 2016, a pris fin ce jeudi à la grande satisfaction des participants. Ce séminaire a été vraiment une occasion au cours de laquelle j'ai connu profondément ce que c'est que l'informatique. Surtout en termes d'exercice au sein du Parlement, de Facebook, à Twitter, en passant par YouTube, les messengers IMO, tous ceci ont été développés. Désormais familiers à ces outils des technologies de l'information et de la communication, les députés ont mesuré à juste titre l'importance du thème développé. J'ai retenu quelque chose, mais le séminaire c'était tellement bref, en 2 jours on ne peut pas tout maîtriser. Mais comme c'est la technique et la technologie, on suit ce qu'on nous a dit, mais c'est court quand même. Les réseaux sociaux c'est très important parce que nous sommes un parlement, il faut qu'on communique entre nous et même les députés de l'extérieur, si on a les contacts, on peut à partir de Conakry être là et communiquer avec les autres députés. Pendant les 2 jours de formation, Madame Myriel Eza, directrice du programme Noria et son équipe d'experts ont développé entre autres les sous-thèmes sur les fondements, objectifs et enjeux de la communication parlementaire, la place des réseaux sociaux dans la communication parlementaire et la transparence de l'information parlementaire. La cérémonie de
clôture a été présidée par l'honorable Dr Ibrahim Din Touré du groupe de l'Alliance républicaine, représentant le président de l'Assemblée nationale. Dans son allocution, il a remercié et félicité l'APF à travers son programme Noria et exprimé le souhait que le Parlement guinéen continue de bénéficier de tel appui de la part de l'Assemblée parlementaire francophone. L'opposition guinéenne veut taire les divergences autour des accords issus du dialogue politique interguinéen. Ses membres se sont retrouvés hier jeudi au QG du président de l'UFDG pour débattre de la question liée notamment à la désignation des chefs de quartier et districts. Tous s'accordent sur la nécessité d'harmoniser les efforts pour remporter les élections communales et locales. Salou Yombounou. Au total, ce sont plus d'une quarantaine de points sur lesquels mouvance et opposition ont pu trouver des concessions lors du dialogue politique interguinéen. Parmi ces nombreux points, celui concernant la désignation des chefs de quartier et districts est encore loin de faire l'unanimité au sein de l'opposition guinéenne. Pour aplanir les divergences, ses membres se sont retrouvés jeudi pour échanger sur la question. Même s'ils reconnaissent tous ces contradictions en leur sein, les opposants guinéens ont apparemment une autre priorité. Il est vrai qu'il est apparu une différence d'appréciation entre nous autour du mode et la nature des élections au niveau du quartier et des districts, mais pour cela, les consultations continuent, le débat continue autour de cette question, mais pour l'essentiel, nous nous sommes engagés à resserrer les rangs et à défendre les couleurs de l'opposition pour avoir le maximum de conseillers lors des élections locales. Les principaux contestataires de l'accord sur les communales et locales ont-ils eu satisfaction? Rien n'est clair dans les réponses apportées par ces acteurs politiques. Même Dr Faya Milimono n'a voulu dire mot sur la question. Oui, je suis là parce que c'est l'opposition républicaine. Au-delà, je n'ai rien à dire pour l'instant. Celui-ci est le 5e dialogue politique en Guinée sous l'ère Alpha Condé. Plusieurs accords ont été auparavant signés, mais leur application a toujours fait défaut. L'opposition est-elle sûre que cette fois est la bonne? Nous avons obtenu au préalable l'engagement solennel du président de la République de veiller au respect strict des décisions des accords politiques. Donc nous comptons non seulement sur la capacité de mobilisation de l'opposition guinéenne le cas échéant, mais aussi cet engagement solennel de M. le Président de la République, qui est garant du bon fonctionnement des institutions, afin que ces décisions du dialogue qui vient de s'achever soient respectées dans les délais prévus. Une nouvelle plateforme vient de voir le jour. Il s'agit du Mouvement pour la défense des droits des citoyens, une union de quelques acteurs politiques et des membres de la société civile guinéenne. Objectif, empêcher la législation du point 2 du récent accord dit du 12 octobre 2016 au niveau du Parlement guinéen. Les précisions avec Aïssata Fofana. Selon le code électoral, en ses articles 98 et 108, les partis politiques ne doivent pas présenter des candidats aux élections communales, mais c'est plutôt aux citoyens libres de faire des listes indépendantes et de les soumettre à l'approbation de la population et du quartier. L'un des points fondamentaux que cette plateforme pour la défense des droits du citoyen estime avoir été violé au cours des accords du 12 octobre dernier. Dès l'instant que les communes et les districts sont considérés comme des démembrements des collectivités décentralisées, donc c'est les collectivités qui sont assujetties uniquement aux élections. Nous pensons que cela constitue une violation grave de la loi. Pour Dr Faya Milimono, l'adoption de ces accords, surtout du point 2 au Parlement guinéen, suscite un enjeu capital. Est-ce que vous vous rappelez vous-même de ce qui s'est passé à Tigrim par exemple? On a eu des drames à Tigrim quand on a désigné des gens pour appartenir à une délégation spéciale. Est-ce que si demain, la population de Hamdallah se trouvait devant quelqu'un parce que le parti qui le désigne a eu la majorité à Hamdallah, on le désigne, et que ce choix ne corresponde pas au choix qu'auraient fait les populations d'Hamdallah, pourtant ce sera légal, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pour dénoncer ces violations que le mouvement pour la défense des droits du citoyen a fait une déclaration pour attirer l'attention de l'opinion nationale sur ce sujet. Une lutte qu'il compte mener jusqu'à l'aboutissement. Nous ferons le lobbying
Et nous mènerons d'autres actions, comme il a été dit. Ces actions sont toutes formalisées ou formulées dans une stratégie qu'on ne saurait pour l'instant dévoiler. Mais à chaque fois, aux différentes étapes de mise en œuvre de cette stratégie, vous serez largement conviés pour partager ces moments avec nous. Ils sont plus d'une vingtaine au total et disent compter bientôt sur d'autres ralliements. 35 agents techniques ont terminé ce jeudi une formation sur la remontée d'informations pendant les élections locales. Cette initiative de la Commission électorale nationale indépendante contribue à renforcer la transparence des échéances électorales dans le pays. Saloum Kondé. Les agents de cette équipe du centre d'appel de la CENI seront déployés dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Ils devront remonter les informations relatives aux anomalies, fraudes et autres manquements des outils que l'on peut constater sur le terrain pendant le jour du vote. Donc on leur a dit qu'ils ne peuvent pas dire que on a entendu dans telle radio, sur ce site ou bien tel m'a dit non. Il faut que l'agent de call center soit sur le terrain et qu'il voit de visu le fait avant de remonter l'information au risque de créer des actes de nature à créer un trouble intolérable à l'ordre public. Pour réussir ce pari, cette équipe du call center a été outillée en technique de collecte d'informations et leur présence sur le terrain devra contribuer à améliorer la transparence du processus électoral. Nous pensons que quand ces agents sont bien formés, sont installés et qui jouent bien leur rôle, ça va beaucoup minimiser les irrégularités pendant le processus qui s'annonce. Pour faciliter ces mécanismes de remontée d'informations, cette équipe du centre d'appel a été dotée de téléphones et d'outils informatiques. Depuis le 10 octobre dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé les opérations de remplissage des fiches d'orientation des bacheliers de la session 2016 et les non-orientés de 2015 et 2014. Ils sont plus de 37 000 candidats à souscrire à cet exercice, selon le secrétaire général du 10 département qui nous a accordé une interview ce vendredi. Tout se passe comme prévu pour le moment. Soirée Boubacar. Pour la session de 2016 seulement, ils sont au total 36 781 bacheliers qui ont entamé depuis le lundi l'opération de remplissage des choix. À cela s'ajoutent les non-orientés de la session 2015 et 2014. À ce jour, 26 000 candidats auraient déjà fini l'opération. À la date, sur un effectif prévisionnel attendu autour de 37 000, il y a un peu plus de 35 000, disons près de 36 000 qui ont déjà créé leur compte sur le portail gupol.gov.gn. Et de ces 35 800, il y a 26 000 qui se sont acquittés de toutes les opérations. Donc, ils se sont enregistrés, ils ont fait les choix, ils ont payé les frais de participation. Contrairement aux années précédentes, le ministère de l'Enseignement supérieur rencontre peu de difficultés dans cette opération. Et pour pallier d'éventuels cas, un centre d'appel est déjà mis en place pour solutionner tout problème. Bon, on a relevé des défaillances parce qu'il y a des candidats qui selon eux, qui n'avaient pas retrouvé leur nom et d'autres qui ne retrouvent pas les filières qu'ils veulent dans des écoles. Mais ça, c'est des défaillances quotidiennes et normales. Parce que le plus souvent, ils ne pensent pas à leur profil du baccalauréat, ils pensent à l'option qu'ils veulent faire à l'université. Pour cette raison, nous avons mis en place un centre d'appel et les numéros sont sur le portail. Dès qu'il y a difficulté, quel que soit le lieu, ils appellent. Le centre d'appel les guide et puis solutionne le problème. Selon Binkoumadi Touré, son département est tout à fait confiant de l'aboutissement de cette opération dans le délai imparti. Et vous comprendrez que d'ici dimanche, tous ces étudiants vont s'inscrire. Je viens de vous dire qu'il y a un peu plus de 35 000, donc 35 800, qui ont déjà créé leur compte sur le portail. Et de ces 35 800, plus de 26 500 ont finalisé l'opération de remplissage des choix. Et c'est jusqu'au 19 octobre prochain. Peut-être que le 19 n'arrivera pas parce que ceux qui restent maintenant là, si je prends ceux qui ont fait l'expression du besoin, c'est-à-dire ceux qui ont accédé au site et créé leur compte, et ceux qui restent maintenant, ça ne fait plus 2000.
il y a moins de 2000 qui n'ont pas visité le site. A rappeler que l'ouverture des classes est prévue ce 17 octobre pour les anciens et le 26 du même mois pour les entrants. C'est parti pour le congrès électif de la Confédération africaine de handball à Conakry. Le président sortant candidat à sa propre succession pourrait être plébiscité à la tête de cette institution pour la 3e fois de suite. Les travaux de ce 20e congrès ont démarré ce vendredi sous la présidence du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique et le président de la Fédération internationale de handball. Les détails avec Alcénie Diallo. Ils viennent tous des 7 jaunes qui composent la Confédération africaine du handball. Ces congressistes devront pendant ces 2 jours d'assises à Conakry échanger sur plusieurs points qui permettront de faire avancer ce sport sur le plan continental mais aussi international. En outre, ils vont également élire un nouveau président de l'institution pour les 4 prochaines années. Le président, il passe par il est candidat pour la 3e fois. Il a déjà fait 2 mandats. Je pense que cette fois-ci, il est le seul candidat. Vous savez, c'est un président qui a fait beaucoup de travail. Donc, je ne vois pas qu'il ne soit pas plébiscité aujourd'hui par l'ensemble des membres de la famille du handball africain. Un travail en amont a été fait ce jeudi. Sur les 7 jaunes de cette institution, 5 ont changé de responsable. Et la Guinée a récupéré la jaune 2 qu'elle avait perdue en 2012. Le nouveau président qui a remplacé le Sénégalais Seydou Diouf ne manque pas d'ambition. Nous allons initier dans un bref délai un championnat de jaune qui regroupera toutes les catégories de minime, cadet, junior et senior au niveau du handball. Parce qu'attendre chaque 2 ans pour faire un challenge trophée, ça gâte un peu la performance. Donc le premier défi à relever, c'est de créer un championnat de jeunes que nous allons faire dès l'année prochaine. Malgré le soutien de tous les congressistes, le président sortant a tenu à rappeler quelques acquis de sa 2e mandature. Je me suis tenu à la méthode qui consiste à multiplier les contacts sur le terrain, à vos côtés, auprès des cadres sportifs, auprès des politiques, même auprès des entreprises dans la sphère économique. En votre nom à tous, j'ai essayé de revendiquer le respect et la place pour notre sport que nous méritons. Très satisfait de la tenue de ce 20e congrès en Guinée, le président de la Fédération internationale de handball, Dr Hassan Mustafa, a promis de soutenir ce sport sur le continent africain. Pour le ministre Siaka Bari, l'organisation de cette assemblée du handball africain en Guinée n'est pas fortuit. Le choix donc de Conakry pour la tenue de cette importante instance de votre sport est le signe de la confiance et de l'excellence des relations entre vos différentes institutions et la Fédération guinéenne de handball. La présence des hauts dirigeants du handball africain et mondial nous réconforte à plus d'un titre. Je garde donc l'espoir qu'en marge de vos travaux, les dirigeants du handball guinéen bénéficieront de vos conseils et de vos expériences pour davantage qualifier la méthode du handball en Guinée. Ce 20e congrès du handball africain en Guinée va aussi permettre de toiletter certains articles qui régissent cette institution dans le seul but de rendre la Confédération africaine de handball plus forte. Toujours dans le pays, le directeur général du Bureau de coopération du secteur privé Iran-Afrique a effectué une visite de terrain en Guinée. Husseini Jamal, c'est son nom. Cet investisseur iranien a fait le tour de la Guinée en constatant la situation des secteurs du transport et du tourisme à l'intérieur du pays. Le compte rendu de Moussa Sefa Kamara. C'est pour faire l'état des lieux, tâter le terrain, voir s'il y a une possibilité pour investir dans le pays. Cet opérateur économique iranien a sillonné toutes les préfectures touristiques et quelques voies routières dans l'arrière-pays. Après ce constat, le visiteur a pu satisfaire sa curiosité et se dit réjoui du potentiel touristique et des infrastructures routières dont dispose la Guinée. Mohamed Abdallah Sherif est le coordinateur Jaune Afrique du Bureau de coopération du secteur privé Iran-Afrique. Donc il est parti, il a vu la réalité du pays, il a visité les chutes de Dalaba et consorts. Donc nous avons décidé de voir quelles actions qu'on va faire non seulement à Moyen-Guinée mais aussi à Kankan et puis dans la zone de Bokeh. Il est intéressé beaucoup sur le tourisme et il a promis aussi qu'il va inciter
et les autres aussi collègues qui se trouvent de l'autre côté dans son pays pour venir aussi investir. Mohamed Abdallah Sherif rassure les Guinéens concernant l'opérateur économique iranien. Mais c'est l'un des plus grands transporteurs de l'Iran. Il est le président, comment dirais-je, de tous les opérateurs économiques qui évoluent dans le domaine des transports en Iran. Et c'est lui qui maîtrise le système de, comment dirais-je, de transport dans la ville de Téhéran. Donc c'est un gros investisseur, sérieux. Nous-mêmes, nous l'avons vu sur le terrain. Donc il est intéressé aussi à investir sur le transport, sur les bus, taxis et les camions qui font la navette entre les villes de l'intérieur du pays. Il reste à savoir si une fois dans son pays, Jamal Husseini aura le courage de revenir en Guinée pour investir dans le transport ou le tourisme qui sont ses principales cibles pendant son séjour à Conakry. Autre sujet dans ce journal, la bonne odeur. Il n'y a pas que du parfum qui en procure, l'encens aussi, autrement appelé chouraï, ce produit naturel purement africain, provient le plus souvent du Mali et du Sénégal. Il dégage une odeur agréable et sensationnelle qui attire beaucoup d'utilisateurs. Notre reporter Buntourabi Keita s'est entretenu avec certains. Suivez son reportage. Nous sommes au marché Madina, précisément dans une boutique de vente de chouraï. Ici, Djafouna Diallo vend différents types de chouraï, un produit beaucoup convoité pour son odeur. Dans cette boutique, les qualités sont nombreuses et les fonctions diverses. Il y a beaucoup de qualités, il y a plus de 5 qualités ici. Il y a le gongo mougou qui donne l'odeur, parce que quand la femme veut sortir, là, elle met un peu sur son corps, quoi. Ça aussi, ça donne, c'est pour la maison aussi. L'autre là, c'est contre les mauvais esprits. L'autre là, c'est le chouraï pour la maison. L'autre là aussi, c'est le chouraï. Il y a chouraï salade aussi. Comme beaucoup de personnes, Abba Mamadou Alpha est un jeune Guinéen attiré par cet encens auquel il accorde assez d'importance. Personnellement, il l'utilise et l'offre également à certains de ses proches comme cadeau. En fait, c'est pour donner une odeur très agréable aux habits, surtout au corps parfois, parce que ça a beaucoup de qualité. Parfois j'offre aussi à mes parents qui utilisent tellement, comme ma grand-mère, elle utilise tellement le chouraï, parfois j'achète pour l'offrir. Et moi parfois si j'utilise, c'est agréable quand même, j'adore. Évoluant dans la vente du chouraï depuis tout petit, Djafouna Diallo ne regrette en rien ce commerce qu'il effectue depuis des années et grâce auquel il assure le besoin de toute sa famille. C'est mon travail quoi. Je suis marié, j'ai des enfants et j'ai fait ma vie dans ça. Au-delà de l'amour que certains éprouvent pour ce produit naturel, les importateurs, eux, sont confrontés à certaines difficultés dans l'importation du chouraï en Guinée. Une très bonne nouvelle au Nigeria, la libération de 21 lycéennes parmi les 270 jeunes filles qui avaient été enlevées à Chibok par les islamistes de Boko Haram il y a plus de 2 ans et demi. Elles ont été relâchées grâce à la médiation de la Suisse et du CIRC. Regardez. Des larmes difficiles à retenir pour ces jeunes femmes et des visages fermés, émaciés, marqués par plus de 2 ans de captivité. Le Nigeria retrouve 21 de ses filles, les fameuses lycéennes de Chibok, enlevées avec 250 de leurs camarades par le groupe Boko Haram. C'était en avril 2014. Dès que la confiance a été établie entre les deux camps, nous nous sommes mis d'accord sur la date et le lieu de la libération des 21 filles. Notez bien qu'il n'y a pas eu d'échange de prisonniers avec Boko Haram. C'est une libération qui a été obtenue après de difficiles négociations et l'établissement de liens de confiance. Une confiance entre les parties facilitée par le gouvernement suisse. Le DFAE a joué le rôle de médiateur et d'intermédiaire dans ce processus, un rôle difficile effectué en toute discrétion. L'engagement suisse est motivé par des raisons humanitaires et s'est effectué dans le respect des principes de neutralité et de non-ingérence. Le rôle que le gouvernement nigérian a demandé à la Suisse de jouer est rempli. Autre touche helvétique à cette libération, le CICR est également intervenu pour prendre en charge les otages et les remettre au gouvernement nigérian. L'affaire des filles de Chibok a profondément mobilisé l'opinion publique au Nigeria ainsi que dans le monde et cette libération fait renaître l'espoir dans le pays.
Pour finir ce journal, aux États-Unis, la présidentielle approche à grands pas et 2 candidats sont en liste. Une campagne peu glorieuse marquée toujours par les récents propos sexistes de Donald Trump. Et là-dessus, Michelle Obama est intervenue et se dit être choquée par l'attitude du candidat républicain. Suivez. Elles ont répondu à l'appel, des centaines de femmes, presque juste des femmes. Et elles ont fait la file pendant des heures, pancarte à la main, la rage au cœur. Donald Trump est un prédateur sexuel, point. Il est à peu près temps que les Américains le comprennent. Parce que chaque jour, c'est un autre désastre avec Donald Trump. Le malaise n'en finit plus et personne n'y échappe. Elles sont trop jeunes pour les détails, mais assez grandes pour comprendre. Donald Trump n'aime pas les filles, dit-elle. Il ne peut pas devenir président. Et qui de mieux que la première dame des États-Unis, Michelle Obama, pour mener la charge? On ne peut plus, sérieusement. And I can't believe that I'm saying that a candidate for president of the United States has bragged about sexually assaulting women. I can't stop thinking about this. It has shaken me to my core in a way that I couldn't have predicted. La voilà, sur scène à quelques semaines du vote, parler d'un candidat à la présidence qu'elle n'ose même plus citer tellement ses propos sont obscènes. Too many are treating this as just another day's headline, as if our outrage is overblown or unwarranted, as if this is normal, just politics as usual. But New Hampshire, yeah, be clear. This is not normal. This is not politics as usual. En fait, il n'y a plus rien de normal dans cette campagne électorale. Comment les États-Unis en sont-ils arrivés là? Been involved in politics for years, and it's never been like this. Mary Perry travaille depuis des années avec la Ligue des femmes du New Hampshire et n'en revient tout simplement pas. Son message pour ses concitoyennes? Vote for her. Hold your nose and vote. Pincez-vous le nez et votez Clinton. Fini ce 20h à tous. Merci pour l'attention. Les programmes continuent sur Ta TV. Excellent week-end à vous.